13 mai 1940. 6h15 du matin. Sedan, France. Le sous-lieutenant Pierre Villassec sentit son cœur battre contre son harnais de parachute, tandis qu'il poussait la manette des gaz de son De Watine D520 vers l'avant. À travers la verrière de son cockpit, il apercevait les silhouettes sombres des Messerschmitt Bf 109 qui plongeaient sur sa formation, comme des faucons fondant sur des pigeons. Les pilotes allemands ne prenaient même pas la peine de former une ligne d'attaque coordonnée. Ils descendaient en ordre dispersé, confiants, presque désinvoltes. Pourquoi se donneraient-ils la peine d'organiser une attaque contre ces Français volant leurs machines lentes et démodées? Villassec serra les dents. Depuis 3 semaines, les rapports du renseignement rapportèrent les commentaires des pilotes de la Luftwaffe interceptés par radio. Les Français volent des cercueils. Leurs chasseurs sont des cibles de tir. Attendez de voir leurs petits avions. On dirait des jouets d'enfants comparés à nos Messerschmitt. Un pilote allemand avait même plaisanté qu'abattre un chasseur français ne comptait que pour une demi-victoire, tant la tâche était facile. Ce que l'Oberleutnant Werner Mulders et ses pilotes du Jagdgeschwader 53 ne savaient pas encore, c'était qu'ils s'apprêtaient à affronter non pas les vieux Morane Saulnier 406 qu'ils avaient massacrés au-dessus de la Pologne et des Pays-Bas, mais une machine entièrement différente. Le De Watine D520 était le secret le mieux gardé de l'armée de l'air française, un chasseur conçu pour rivaliser avec les meilleurs appareils du monde. Et en ce matin de mai, au-dessus de la Meuse, les pilotes allemands allaient découvrir que le mépris peut coûter très cher. Villassec poussa son manche vers l'avant et plongea droit vers le Messerschmitt de tête. Le moteur Hispano-Suiza 12I-45 rugit comme un lion blessé, propulsant le chasseur français à plus de 550 km/h en piqué. Le pilote allemand, surpris de voir un Français chargé au lieu de fuir, tenta une esquive tardive. Trop tard. Le canon de 20 mm Hispano-Suiza, monté dans le moyeu de l'hélice, cracha une rafale mortelle. L'obus explosif frappa le Messerschmitt juste derrière le cockpit, sectionnant les commandes et arrachant des morceaux de fuselage. L'appareil allemand partit en vrille, laissant derrière lui une traînée de fumée noire. Dans les minutes qui suivirent, le groupe de chasse 1-3 réalisa l'impossible. 4 Messerschmitt Bf 109 furent abattus contre un seul des 1520 perdus. Pour la première fois de la campagne de France, un groupe de chasse français avait non seulement tenu tête à la Luftwaffe, mais l'avait battue. Les moqueries allemandes sur les avions français lents allaient bientôt mourir dans le fracas des canons de 20 mm. L'histoire du De Watine D520 est celle d'une course contre le temps, d'une industrie française qui se réveilla trop tard et de pilotes qui accomplirent des miracles avec trop peu de machines. C'est aussi l'histoire de la façon dont le mépris aveugle peut transformer une victoire assurée en leçon d'humilité. Les chiffres qui allaient émerger des combats de mai et juin 1940 raconteraient une histoire que la propagande nazie préféra oublier. Les pilotes français sur D1920 obtiendraient le meilleur ratio victoire contre perte de toute la campagne, prouvant que leur pays n'avait pas manqué de courage ni de technologie, mais simplement de temps. Pour comprendre le choc qu'allaient en subir les pilotes allemands, il faut d'abord comprendre ce qu'était le De Watine D520 et pourquoi il représentait un tel bond en avant par rapport à ce que la Luftwaffe avait affronté jusqu'alors. L'appareil était né de la vision d'un homme, Émile De Watine, un ingénieur aéronautique dont l'obsession pour la performance avait créé certains des avions les plus avancés de l'entre-deux-guerres. Émile De Watine était une figure légendaire de l'aviation française. Né en 1892 à Crépien-la-Hautnois, il avait fondé sa propre société aéronautique en 1920, après avoir travaillé pour les grands constructeurs de l'époque. Ces appareils, reconnaissables à leur élégance et leur finesse aérodynamique, avaient battu de nombreux records de vitesse dans les années 30.
le D-332 Émeraude, le D-333 Antares, le D-338 avaient révolutionné l'aviation commerciale française. Mais c'est dans le domaine militaire que De Watine allait laisser sa marque la plus profonde. L'ingénieur avait compris, avant beaucoup d'autres, que la prochaine guerre serait décidée dans les airs. Les leçons de la guerre d'Espagne, où la Légion Condor allemande avait testé ses nouveaux chasseurs, n'avaient pas échappé à son attention. Le Bf-109, déployé pour la première fois au-dessus de Madrid et Barcelone, représentait une menace mortelle pour les chasseurs français existants. La France avait besoin d'une réponse, et De Watine était déterminé à la fournir. En 1936, alors que les nuages de la guerre s'accumulaient sur l'Europe, De Watine comprit que la France avait besoin d'un chasseur capable de rivaliser avec les nouveaux appareils allemands dont les espions rapportèrent les performances impressionnantes. Le Messerschmitt Bf-109, entré en service cette même année, représentait une révolution dans la conception des chasseurs. Monocoque entièrement métallique, train d'atterrissage rétractable, cockpit fermé, armement puissant. La France n'avait rien de comparable dans son arsenal. De Watine se mit au travail avec une équipe d'ingénieurs brillants, dont Robert Castello et Jacques Henrat. Le cahier des charges était ambitieux. Un chasseur capable d'atteindre 520 km/h, armé d'un canon de 20 mm tirant à travers le moyeu de l'hélice et de 4 mitrailleuses d'ailes, le tout propulsé par le nouveau moteur Hispano-Suiza 12 écrèmes. Le prototype fit son premier vol le 2 octobre 1938, piloté par Marcel Doré, l'un des meilleurs pilotes d'essai de France. Les performances dépassèrent les attentes. Le D-520 atteignit 535 km/h en palier, une vitesse qui le plaçait à égalité avec le Bf-109E, la version la plus récente du chasseur allemand. Son taux de montée de 16 mètres par seconde était légèrement inférieur à celui du Messerschmitt, mais sa maniabilité était supérieure. Le D.520 pouvait virer plus serré, répondait plus rapidement aux commandes et offrait une meilleure visibilité aux pilotes grâce à sa verrière surélevée. L'armement était particulièrement impressionnant. Le canon Hispano-Suiza HS-404 de 20 mm était l'une des armes aériennes les plus dévastatrices de son époque. Tirant à 750 coups par minute, avec une vitesse initiale de 840 mètres par seconde, chaque obus explosif pouvait détruire un chasseur ennemi en quelques impacts. Les 4 mitrailleuses Mach 1009, 134 de 7,5 mm, complétaient l'armement, délivrant un total de 3000 coups par minute. En comparaison, les premiers Bf-109E n'avaient que 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,92 mm, avec une cadence de tir combinée inférieure. Mais la véritable innovation du D-120 résidait dans sa conception intégrée. Contrairement aux chasseurs précédents assemblés de manière artisanale, le De Watine avait été pensé dès le départ pour la production en série. Ces composants pouvaient être fabriqués dans différentes usines et assemblés rapidement. En théorie, la France pouvait produire des D-1120 à un rythme industriel rivalisant avec l'Allemagne. En théorie, car c'est là que le drame commença. Malgré ses performances exceptionnelles, le D-520 ne fut commandé en série qu'en avril 1939, plus de 6 mois après son premier vol. La bureaucratie militaire française, engluée dans des conflits entre factions politiques et des querelles interministérielles, avait retardé la décision. Puis les problèmes de production s'accumulèrent. Les moteurs Hispano-Suiza arrivaient au compte-gouttes. Les usines manquaient de travailleurs qualifiés. Les pièces venaient de fournisseurs dispersés à travers tout le pays. Quand l'Allemagne envahit la Pologne, le 1er septembre 1939, l'armée de l'air ne comptait pas un seul des 1120 opérationnels. Quand la drôle de guerre prit fin le 10 mai 1940, la France n'en avait que 75 en service, répartis entre 3 groupes de chasse seulement.
face aux 1500 chasseurs de la Luftwaffe. C'était une goutte d'eau dans un océan. Mais quelle goutte d'eau! Les pilotes qui avaient la chance de voler sur Dépine 120 savaient qu'ils tenaient entre leurs mains une machine extraordinaire. Le capitaine Jean Accard, commandant de l'escadrille du groupe de chasse 1-5, avait comparé la sensation de passer d'un Morane Saulnier 406 à un Dépine 120 à celle de troquer une charrette contre une voiture de course. Les commandes répondaient instantanément. Le moteur délivrait sa puissance sans broncher. L'avion semblait anticiper les volontés du pilote. Accard lui-même allait prouver ce que le D-520 pouvait faire entre des mains expertes. Vétéran de l'entre-deux-guerres, avec plus de 2000 heures de vol, il avait une connaissance instinctive du combat aérien, hérité des récits des as de la Grande Guerre. Le matin du 12 mai 1940, 2 jours après le début de l'offensive allemande, Accard décolla de sa base de Suippes avec son ailier pour intercepter une formation de bombardiers ennemis signalés au-dessus de Sedan. Ce qu'ils trouvèrent dépassait leurs attentes. 24 bombardiers. Heinkel, E-111, escorté par 12, Messerschmitt, Bf 109. 2 contre 36. N'importe quel manuel de tactique aurait conseillé de battre en retraite et d'appeler des renforts. Accard choisit d'attaquer. La charge fut si rapide, si inattendue, que les pilotes allemands crurent d'abord à une erreur d'identification. Aucun chasseur français n'attaquait ainsi, de face, contre une formation supérieure en nombre. Mais le D-520 d'Accard fonçait vers eux à plus de 500 km à l'heure, son canon de 20 mm crachant des obus explosifs. Le premier Heinkel prit feu et s'écrasa. Accard traversa la formation, vira serré et attaqua de nouveau. Un second bombardier s'effondra, son aile droite arrachée par les obus. Les Messerschmitt réagirent enfin, mais Accard connaissait les forces de son appareil. Il ne tenta pas de les distancer en ligne droite, sachant que le Bf 109 était légèrement plus rapide. Au lieu de cela, il engagea un combat tournoyant, utilisant la maniabilité supérieure du D-520 pour rester hors des lignes de tir ennemies. En 7 minutes de combat furieux, Accard abattit 2 bombardiers et endommagea un Messerschmitt avant que son ailier et lui ne parviennent à décrocher, leurs munitions épuisées. De retour à la base, les mécaniciens comptèrent 37 impacts de balles sur le D-120 d'Accard. L'appareil avait encaissé les tirs de plusieurs chasseurs allemands et était revenu. En comparaison, un seul obus de 20 mm dans un endroit vital suffisait généralement à détruire un Bf 109. La robustesse du chasseur français surprit tout le monde, y compris ses propres concepteurs. Les jours suivants confirmèrent ce que l'engagement d'Accard avait suggéré. Le groupe de chasse 1-3, équipé de D-1120, affronta les meilleures, unités de la Luftwaffe, et leur tint tête. Le 14 mai, le sous-lieutenant Georges Lemar abattit 2 Bf 109 en une seule mission au-dessus de Bouillon. Le 15 mai, l'adjudant-chef Marcel Albert, qui deviendrait plus tard l'un des plus grands as français de la guerre, remporta ses 2 premières victoires sur D-1520 près de Mézières. Mais c'est le sous-lieutenant Pierre Le Gloan qui allait devenir la terreur des pilotes de la Luftwaffe et la preuve vivante que les Français n'étaient pas les adversaires faciles qu'on leur avait décrits. Né en 1913 à Kergrist-Moelou, un petit village breton, Le Gloan avait intégré l'armée de l'air en 1930 et comme simple mécanicien. Sa passion pour le vol l'avait poussé à obtenir son brevet de pilote, puis à se distinguer comme l'un des meilleurs tireurs de sa promotion. Le 11 mai 1940, lors de sa première mission de combat sur D-520, le Gloan intercepta une formation de Dornier d'eau 17 au-dessus de la Belgique. En moins de 10 minutes, il en abattit 2, démontrant une précision de tir qui laissa ses camarades stupéfaits. Ces rafales étaient courtes, économes, mais d'une efficacité mortelle. Là où d'autres pilotes vidaient leurs chargeurs en espérant toucher quelque chose,
Le Gloan attendait d'être à moins de 200 mètres avant d'appuyer sur la détente. À cette distance, le canon de 20 mm ne pardonnait pas. Le 15 mai, le Gloan rencontra pour la première fois les fameux Bf-109. 4 chasseurs allemands de la Jagdgeschwader 53, l'une des unités d'élite de la Luftwaffe, l'attaquèrent alors qu'il revenait d'une patrouille solitaire. Encerclé, en infériorité numérique, n'importe quel pilote aurait tenté de fuir. Le Gloan choisit de se battre. Ce qui suivit devint légendaire dans les annales de l'armée de l'air. Le Gloan utilisa chaque avantage que lui offrait son Deplang 120 avec une maîtrise absolue. Il plongea d'abord pour gagner de la vitesse, puis remonta en chandelle, forçant les Bf-109 à le suivre dans une montée où leur moteur chauffait dangereusement. Au sommet de la chandelle, alors que les Allemands ralentissaient, le Gloan retourna son appareil et plongea sur eux. Une rafale de canon atteignit le premier Bf-109 en plein moteur. L'appareil explosa. Les 3 Allemands survivants, réalisant qu'ils n'avaient pas affaire à un novice, tentèrent de l'encercler. Le Gloan répondit par une série de virages serrés que le Defang 120 exécutait parfaitement, mais qui auraient fait décrocher un Messerschmitt. Il maintint cette valse mortelle pendant plusieurs minutes, attendant son moment. Quand l'un des Allemands commit l'erreur de couper son virage trop serré, perdant de la vitesse, le Gloan fut sur lui instantanément. Une seconde rafale, un second Bf-109 en flammes. Les 2 derniers pilotes allemands décidèrent que la discrétion était la meilleure partie du courage. Ils décrochèrent et s'enfuirent vers l'est, abandonnant le combat. Le Gloan, son réservoir presque vide, ses munitions épuisées, rentra à sa base avec 2 nouvelles victoires. Quand il descendit de son cockpit, ses mains ne tremblaient pas. Il demanda simplement combien de temps il faudrait pour réarmer et refaire le plein. Les rapports des pilotes allemands capturés dans les semaines suivantes révélèrent l'impact psychologique de ces premiers combats. Un Feldwebel du Jagdgeschwader 27, abattu le 18 mai, déclara lors de son interrogatoire que les ordres de son groupe avaient changé après les pertes du 15 mai. On leur avait dit de ne plus sous-estimer les chasseurs français, en particulier ceux qui semblaient avoir une silhouette effilée avec un long nez pointu. Le D520 était devenu un adversaire à prendre au sérieux. Les statistiques qui émergèrent des premières semaines de combat racontèrent une histoire que la propagande nazie ne put ignorer. Sur les 75 D1920 engagés au début de la campagne, 26 furent perdus au combat ou par accident avant le 25 mai. Mais ces pertes furent largement compensées par les victoires. Les unités de D1920 revendiquèrent 147 victoires confirmées sur la même période, un ratio de presque 6-1. En comparaison, les unités équipées de Morane-Saulnier 406, le chasseur le plus répandu dans l'armée de l'air, affichaient un ratio de 1,8-1, considéré comme excellent par les standards de l'époque. Ces chiffres impressionnants s'expliquaient par plusieurs facteurs. D'abord, la qualité des pilotes. Les premières unités équipées de Deping 120 avaient reçu les meilleurs pilotes de l'armée de l'air, des vétérans avec des milliers d'heures de vol et un entraînement intensif au combat. Ensuite, la surprise tactique. Les Allemands, habitués à dominer le ciel, n'avaient-ils pas prévu de rencontrer un chasseur français capable de rivaliser avec leur Bf-109 ? Cette confiance excessive coûta cher dans les premiers jours, mais le facteur décisif restait la machine elle-même. Le Deplang 120 était simplement un excellent chasseur, conçu par des ingénieurs brillants et construit avec soin malgré les difficultés industrielles. Ses pilotes lui faisaient confiance, et cette confiance se traduisait par une agressivité au combat qui déstabilisait les adversaires. Le témoignage de l'Hauptmann Hans-Karl Mayer, capturé le 21 mai après avoir été abattu par un DMI-120 au-dessus de Cambrai, illustre parfaitement cette transformation de la perception allemande. Nous pensions que les Français ne savaient pas se battre dans les airs, déclara-t-il à ses interrogateurs.
On nous avait dit que leurs avions étaient inférieurs et leurs pilotes mal entraînés. Puis j'ai vu ce chasseur avec le long nez arriver sur moi, plus vite que je ne l'aurais cru possible. J'ai à peine eu le temps de réagir avant que ces obus ne frappent mon moteur. Ces avions ne sont pas ce qu'on nous avait dit, ces pilotes non plus. La bataille de France entrait dans sa phase la plus critique quand les D-520 commencèrent enfin à arriver en nombre significatif. Fin mai 1940, la production avait atteint le rythme tant attendu de 10 appareils par jour. Mais il était déjà trop tard. Les panzers allemands avaient percé à Sedan, encerclé les armées alliées à Dunkerque, et la route de Paris était ouverte. Pourtant, dans ce chaos, les pilotes de D-520 continuèrent à se battre avec une détermination qui força le respect de leurs adversaires. Le 1er juin 1940, le groupe de chasse 2-7 reçut ses premiers D-1120 hameaux, juste au nord de Paris. Parmi les pilotes figurait l'adjudant Camille Plubeau, un ancien mécanicien devenu pilote de chasse, comme Pierre Le Glohan. Plubeau avait volé sur Morane-Saulnier pendant les premières semaines de la campagne, récoltant une victoire confirmée et 2 probables. Son passage au D-Pinxa en 20 le transforma. Le 3 juin, Plubeau participa à sa première mission sur le nouveau chasseur. La différence fut immédiate. Ce n'était plus la même guerre, écrivit-il dans son journal ce soir-là. Sur le Morane, je survivais. Sur le Dewatin, je chassais. Le sentiment d'avoir enfin une machine à la hauteur de l'ennemi était indescriptible. Cette confiance allait porter ses fruits dans les jours suivants. Le 5 juin, alors que l'offensive allemande Vollroth, le Cas Rouge, se déclenchait pour conquérir le reste de la France, Plubeau décolla avec 5 autres D-520 pour intercepter une formation de Junkers Ju-87 Stuka qui pilonnait les positions françaises près de Compiègne. Les Stuka, terrifiants contre des cibles au sol sans défense, étaient vulnérables face aux chasseurs. Leur vitesse maximale de 380 km à l'heure les rendait presque statiques comparés aux D-520. La patrouille française tomba sur les bombardiers en piqué, comme la foudre sur un champ de blé. Plubeau visa le chef de formation, un Stuka aux marques distinctives de commandant d'escadrille. Sa première rafale de canon frappa le moteur jumeau du bombardier, qui s'enflamma instantanément. Le mitrailleur arrière tenta de riposter, mais les 4 mitrailleuses d'ailes du D-520 firent taire sa résistance. Le Stuka s'écrasa dans un champ de betteraves, ajoutant une traînée de fumée aux centaines qui marquaient déjà le ciel de France ce jour-là. En moins de 15 minutes, les 6 D-520 abattirent 11 Stukas et en endommagèrent 4 autres sans subir une seule perte. Quand les Bf 109 d'escorte réagirent enfin, les Français avaient déjà disparu, rappelés à leur base par manque de carburant. C'était le type de victoire dont rêvèrent les états-majors, une interception parfaite d'un raid ennemi avec un ratio de pertes infiniment favorable. Mais ces succès tactiques ne pouvaient en masquer la réalité stratégique. La France s'effondrait. Chaque jour, les bases aériennes devaient être évacuées face à l'avance allemande. Les mécaniciens démontèrent les appareils, les chargeaient sur des camions, fuyaient vers le sud, puis remontaient, tout pour reprendre le combat. Dans ces conditions chaotiques, maintenir une force de chasse opérationnelle relevait du miracle. Le 10 juin, l'Italie de Mussolini déclara la guerre à la France, ajoutant un nouveau front dans les Alpes et sur la Méditerranée. Cette décision allait offrir aux pilotes de D-1520 l'occasion de démontrer leur supériorité d'une manière si spectaculaire qu'elle entrerait dans l'histoire de l'aviation militaire. Pierre Le Glohan, notre Breton silencieux aux nerfs d'acier, était stationné avec le groupe de chasse 3-6 à Le Luc, dans le sud de la France, quand les Italiens attaquèrent. La Regia Aeronautica, l'armée de l'air italienne, disposait de chasseurs Fiat CR-42, des biplans, et de Fiat G-50, des monoplans qui ressemblaient à des versions rétrécies du D-520, mais avec des performances nettement inférieures.
Le 15 juin 1940 restera comme l'un des jours les plus extraordinaires de l'histoire de la chasse française. Ce matin-là, le Gloane décolla avec sa patrouille pour intercepter des bombardiers italiens signalés au-dessus de la vallée du Rhône. Ce qu'il trouva dépassa ses espérances. Une formation de 15 Fiat BR-20 bombardiers, escortés par 12 Fiat CR-42. Le Gloane attaqua avec la même méthodologie glaciale qui avait fait sa réputation. Premier passage, 2 bombardiers détruits. Remontée, repositionnement. Second passage, un troisième, BR-120 en flammes. Les chasseurs d'escorte italiens tentèrent de l'intercepter, mais leur biplan, malgré leur maniabilité légendaire, ne pouvait rivaliser avec la vitesse du D520. Le Gloane les évitait simplement en accélérant, puis revenait pour une nouvelle passe sur les bombardiers. Quand ses obus de 20 mm furent épuisés, le Gloane continua avec ses mitrailleuses. Il abattit un 4e avion, puis un 5e. Ce n'est que lorsque ces 4 mitrailleuses se turent également qu'il prit enfin le chemin du retour. 5 victoires en une seule mission. Un exploit qui n'avait été réalisé que rarement dans l'histoire de la chasse aérienne. Mais le Gloane n'avait pas terminé sa journée. Après un réarmement express, il redécolla dans l'après-midi et abattit 2 Fiat CR-42 supplémentaires. 7 victoires en un seul jour. Un record pour l'armée de l'air française qui ne serait jamais égalé. L'impact sur le moral italien fut dévastateur. Les rapports de la Regia Aeronautica pour cette journée mentionnent une panique dans les formations de bombardiers quand un chasseur français solitaire apparaissait. « Les Français ont un nouvel avion terrifiant », signala un commandant d'escadrille italien dans son rapport du soir. « Il est trop rapide pour nos chasseurs et son canon détruit nos bombardiers en quelques coups. Nous avons besoin de renforts allemands. » Les statistiques globales de la campagne de France, quand elles furent compilées après l'armistice du 22 juin 1940, révélèrent l'ampleur de ce qu'avaient accompli les pilotes de D-1120. Avec environ 250 appareils ayant participé au combat à un moment ou un autre, les unités de D-1520 revendiquèrent 147 victoires, confirmées contre seulement 54 appareils perdus au combat. Un ratio de 2,7 pour 1 qui plaçait le D-1920 comme le chasseur français le plus efficace de la campagne. Plus révélateur encore était la comparaison avec les autres appareils français. Le Morane Saulnier 406, avec plus de 1000 exemplaires engagés, obtint un ratio de 1,8 pour 1. Le Curtiss H-75, le chasseur américain importé, affichait 2,5 pour 1. Seul le D-1520 dépassait ce chiffre, prouvant que malgré les moqueries allemandes sur les avions français lents, la France avait développé un chasseur de classe mondiale. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque statistique se cachaient des hommes qui avaient défié la mort jour après jour, sachant que leur pays s'effondrait autour d'eux, mais refusant d'abandonner le combat. Jean Accard finit la campagne avec 12 victoires confirmées, presque toutes sur d'Épinal 120. Pierre Le Gloane totalisa 18, dont 11 sur le chasseur de Watine. Marcel Albert, qui rejoindrait plus tard le célèbre Normandie-Niemen en Union soviétique, en comptait 3. L'armistice du 22 juin 1940 mit fin au combat, mais pas à l'histoire du D-1120. Le gouvernement de Vichy fut autorisé à conserver une force aérienne limitée pour la défense de l'Empire colonial. Les D-1520 continuèrent à servir, cette fois dans des circonstances ambiguës qui diviseraient les pilotes français. Certains choisirent de rester en France, croyant servir leur pays en maintenant une capacité militaire sous l'occupation. D'autres, comme Marcel Albert, s'évadèrent pour rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle. Le destin voulut que les D-1520 de Vichy affrontent d'abord non pas les Allemands, mais les Britanniques et les Américains. Le 3 juillet 1940, la Royal Navy attaqua la flotte française à Mers el-Kébir pour l'empêcher de tomber aux mains allemandes.
Les D-520 stationnés en Afrique du Nord décollèrent pour défendre leurs camarades marins. Dans un combat fratricide tragique, des pilotes français affrontèrent des Fairey Swordfish et des Blackburn Skua britanniques. Les DP-520 abattirent plusieurs appareils attaquants, ajoutant une page sombre à leur histoire. Puis vint l'opération Torche en novembre 1942, le débarquement allié en Afrique du Nord. Pendant 3 jours, les DP-520 de Vichy combattirent les Américains et les Britanniques avant que le cessez-le-feu ne soit proclamé. Les pilotes français, déchirés entre leur loyauté envers Vichy et leur désir de combattre les véritables ennemis de la France, déposèrent finalement les armes. L'ironie voulut que certains des DP-520, capturés par les Allemands après l'occupation de la zone libre en novembre 1942, finissent par servir dans la Luftwaffe comme avions d'entraînement et comme chasseurs de second rang. Les pilotes allemands qui les testèrent admirent dans leur rapport que l'appareil était un excellent chasseur, facile à piloter et efficace au combat. Certains recommandèrent même de l'utiliser sur le front de l'Est contre les Soviétiques, là où les combats à basse altitude favorisaient la maniabilité plutôt que la vitesse pure. Le Dewoitin D520 resta en production jusqu'en 1944, avec un total d'environ 900 exemplaires construits, dont beaucoup sous contrôle allemand. Ces machines servirent dans les forces aériennes bulgares, roumaines et italiennes, toutes alliées de l'Axe. L'avion français conçu pour combattre le nazisme finit par le servir, un paradoxe cruel de l'histoire. Mais c'est dans les mémoires des pilotes qui l'avaient piloté au combat que le D-520 conserva sa véritable place. Dans les années d'après-guerre, quand les survivants se retrouvaient pour commémorer leurs camarades disparus, ils parlèrent de leur chasseur avec une affection particulière. C'était plus qu'une machine, dira Pierre Le Glohan lors d'une réunion en 1956, quelques années avant sa mort tragique dans un accident de voiture. C'était notre réponse à ceux qui disaient que la France ne pouvait pas se battre. Chaque fois que nous montions dans ce cockpit, nous prouvions qu'ils avaient tort. Jean Accard, qui devint général dans l'armée de l'ère d'après-guerre, écrivit dans ses mémoires que le D-520 représentait tout ce que la France aurait pu faire si elle avait eu le temps de se préparer. Nous avions la technologie, nous avions les hommes. Ce qui nous a manqué, c'était le temps et la clairvoyance de nos dirigeants. Si nous avions eu 500 DP-520 en mai 1940 au lieu de 75, l'histoire aurait peut-être été différente. Cette évaluation fut confirmée par des sources inattendues après la guerre. Le général Adolf Galland, l'un des plus grands as allemands et commandant de la chasse du Reich, écrivit dans ses mémoires que le DP-520 avait été une mauvaise surprise pour la Luftwaffe. Nous avions sous-estimé les Français, admit-il. Leurs pilotes de DP-520 nous ont infligé des pertes que nous n'avions pas prévues. Si cet avion avait été disponible en plus grand nombre, la campagne de France aurait été plus coûteuse pour nous. L'Oberstleutnant Werner Mulders, l'assaut, 115 victoires qui avaient été parmi les premiers à affronter les DP-520, fut plus direct dans une lettre privée écrite en 1941. Les Français, sur leurs nouveaux chasseurs, nous ont donné du fil à retordre. J'ai perdu plusieurs bons pilotes contre eux. Quiconque les appelait des adversaires faciles n'a jamais dû les affronter au combat. Ces témoignages allemands prirent une signification particulière dans le contexte de la propagande nazie de l'époque. La machine de Goebbels avait présenté la victoire en France comme une promenade militaire contre un ennemi décadent et incompétent. La réalité des combats aériens racontait une histoire différente. Les pilotes de DP-120 avaient non seulement tenu tête aux meilleurs de la Luftwaffe, mais les avaient souvent battus. Les archives allemandes capturées après la guerre révélèrent des détails supplémentaires sur l'impact des DP-120. Les rapports de pertes de la Luftwaffe pour mai et juin 1940 montraient que les unités ayant affronté des formations de D-520 subissaient des taux de pertes significativement plus élevés,
que celles qui n'avaient combattu que des Moranes ou des Curtis. Le Jagdgeschwader 53, qui avait été particulièrement engagé contre les groupes de D-1520, perdit 23 pilotes en 6 semaines, un chiffre inhabituel pour une unité d'élite. Les interrogatoires de prisonniers allemands conduits par les services de renseignement français en 1940 confirmèrent l'évolution de la perception. Les premiers prisonniers, capturés en mai, répétaient souvent les lignes de la propagande sur l'infériorité des chasseurs français. Ceux capturés fin mai et en juin montraient un respect nouveau pour certains appareils français, en particulier ceux avec un long nez effilé, la description universelle du D-520. Un lieutenant du Jagdgeschwader 26, interrogé le 15 juin, fournit un témoignage particulièrement révélateur. Au début, nous plaisantions sur les avions français. Nous les appelions des cercueils volants. Puis nous avons commencé à perdre des camarades contre un chasseur que nous ne reconnaissions pas. Il était plus rapide que prévu, plus maniable, et son canon faisait des dégâts terribles. Notre commandant nous a ordonné de ne plus sous-estimer aucun appareil français. Nous avons appris notre leçon. L'héritage technique du D-120 perdura également après la guerre. Les ingénieurs français qui avaient travaillé sur le chasseur appliquèrent leur expérience au premier jet français des années 1950. Le Dassault Ouragan, premier chasseur à réaction français, partageait avec le Deming 120 une philosophie de conception similaire. Un avion équilibré, privilégiant la maniabilité et la facilité de pilotage sur la pure performance, un chasseur fait pour des pilotes plutôt que des statistiques. Robert Castello, l'un des ingénieurs clés du programme Dépiant 520, rejoignit la société Dassault après la guerre et contribua au développement du Mystère et du Mirage. Les solutions techniques qu'il avait développées pour le chasseur de Dewatin, notamment en matière d'aérodynamique et de contrôle de vol, influencèrent plusieurs générations d'avions de combat français. L'élégance des lignes, la priorité donnée à la réponse aux commandes, le souci de l'ergonomie du cockpit étaient des caractéristiques héritées directement de l'expérience du D-120. Jacques Henrat, un autre membre de l'équipe originale, devint professeur à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et forma des centaines d'ingénieurs qui allaient construire l'industrie aéronautique française d'après-guerre. Dans ses cours, il utilisait souvent le D-520 comme exemple de ce que la France pouvait accomplir quand elle s'en donnait les moyens. L'appareil représentait pour lui non pas un échec, mais une promesse non tenue, un aperçu de ce qui aurait pu être si la France avait eu le temps de se préparer. Marcel Dassault lui-même, qui s'appelait encore Marcel Bloch en 1940 et avait conçu plusieurs avions pour l'armée de l'air, reconnut l'influence du D-1520 sur son travail d'après-guerre. Les hommes de Dewatin avaient compris quelque chose d'important, dit-il, dans une interview de 1960. Un chasseur doit être agréable à piloter pour être efficace au combat. Le D-520 était un plaisir à voler. J'ai essayé de capturer cette qualité dans mes propres créations. Les derniers D-520 furent retirés du service en 1953, 13 ans après leur baptême du feu au-dessus de Sedan. Quelques exemplaires furent préservés dans des musées, dont un au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget et un autre au National Air and Space Museum de Washington. Ces machines silencieuses racontent encore l'histoire de pilotes qui refusèrent d'accepter la défaite, même quand tout semblait perdu. En 1985, lors d'une commémoration du 45e anniversaire de la bataille de France, des vétérans français et allemands se retrouvèrent à Sedan, là où le choc initial avait été le plus violent. Parmi eux se trouvaient plusieurs anciens pilotes de D-1520 et leurs adversaires de la Luftwaffe. Les vieilles rancœurs s'étaient estompées avec le temps, remplacées par le respect mutuel des combattants. Un ancien Hauptmann de la Jagdgeschwader 53, devenu homme d'affaires à Munich, prit la parole pour évoquer ses souvenirs.
Nous arrivions en France certains de notre supériorité, dit-il. On nous avait préparés à une victoire facile. Puis, nous avons rencontré les D-520. Ces combats m'ont appris que le courage n'a pas de nationalité et que sous-estimer un adversaire est la pire erreur qu'un soldat puisse commettre. Je salue mes anciens ennemis. Ils ont fait honneur à leur pays. Un ancien sous-lieutenant français, marchant maintenant avec une canne à cause d'une blessure reçue le 16 mai 1940, répondit avec une émotion contenue. Nous savions que nous allions perdre la bataille. Mais nous voulions prouver que la France pouvait se battre. Le D-520 nous a donné cette chance. Chaque victoire que nous remportions était un message au monde. Nous n'étions pas vaincus parce que nous ne savions pas nous battre. Nous étions vaincus parce que nous n'étions pas prêts. La différence est immense. Ces paroles capturaient l'essence de ce que le D-520 représentait dans l'histoire militaire française. Non pas un symbole de victoire, car la victoire n'était jamais venue, mais un symbole de résistance. La preuve que même dans la défaite la plus écrasante, l'honneur pouvait être préservé. Que le courage individuel pouvait briller même quand les structures s'effondraient. Les statistiques finales du D-520 dans la campagne de France restent impressionnantes, même vues à travers le prisme de 8 décennies. 147 victoires confirmées contre 54 pertes au combat. Un ratio de 2,7 pour 1 qui plaçait ce chasseur parmi les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale en termes relatifs. Et ces chiffres furent obtenus dans les pires conditions imaginables. Infériorité numérique écrasante, infrastructure en effondrement, morale nationale au plus bas. Chaque victoire représentait un acte de défi. Chaque pilote qui revenait de mission avec un avion criblé de balles, mais encore volant, prouvait que la technologie française était à la hauteur. Chaque as allemand, forcé d'admettre que les Français avaient un excellent chasseur, démolissait un pan de la propagande nazie sur la décadence occidentale. Le D-520 ne sauva pas la France en 1940. Aucun avion n'aurait pu le faire face à la supériorité numérique et stratégique de l'Allemagne. Mais il donna à la France quelque chose peut-être plus important. La fierté de savoir que ses ingénieurs pouvaient créer des machines de premier ordre. La certitude que ses pilotes pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde. L'espoir que la défaite n'était pas une fatalité, mais un accident de l'histoire qui pourrait être corrigé. Quand les pilotes français de la France libre montèrent dans leur Spitfire britannique, puis leur P-47 américain pour continuer le combat, ils emportaient avec eux les leçons apprises sur D-520. La précision du tir que le Gloan avait perfectionné au-dessus de la Provence. L'agressivité tactique qu'Accard avait démontrée à Sedan. La confiance en soi que seule une machine digne de ce nom peut donner à un pilote. Ces leçons se transmirent d'une génération de pilotes à l'autre. Les vétérans du D-520, qui devinrent instructeurs après la guerre, enseignèrent à leurs élèves les techniques développées dans le feu de 1940. Le tir à courte distance que le Gloan privilégiait, les virages serrés exploitant la maniabilité de l'appareil, l'utilisation du piquet pour gagner de l'énergie avant un engagement. Ces tactiques, raffinées dans l'urgence du combat, devinrent les fondements de la doctrine de chasse française d'après-guerre. Le colonel Jean-Louis Vagnon, commandant de l'école de chasse de Meknès dans les années 50, avait lui-même volé sur D-520 pendant la campagne de France. Il veillait à ce que ses élèves connaissent l'histoire de leurs prédécesseurs. Je leur montrais des films de combat de 1940, racontait-il dans ses mémoires, publiés en 1978. Je leur parlais d'Accard, de Le Gloan, de Marin-la-Meslay. Je voulais qu'ils comprennent que l'armée de l'air avait une tradition de combat, que la défaite de 1940 n'avait pas effacé notre honneur. Le D-520 était la preuve que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui. Cette transmission de la mémoire contribua à forger l'identité de l'armée de l'air française pendant la guerre froide. Les pilotes qui volaient sur Mystère et Mirage dans les années 60
savaient qu'ils étaient les héritiers des hommes du D-1520. Cette filiation leur donnait une fierté et une confiance qui se traduisaient par une agressivité au combat que leurs adversaires potentiels apprenaient à respecter. Marcel Albert, l'ancien pilote de D-1520 devenu as du Normandie-Niemen, avec 23 victoires sur le front de l'Est, résuma le sentiment de toute une génération lors d'une cérémonie en 1970. J'ai volé sur beaucoup d'avions pendant la guerre, des Morane français, des Yak soviétiques, des Airacobra américains. Mais je n'ai jamais oublié mon D-1520. C'était le premier avion qui m'a fait sentir que je pouvais gagner contre n'importe qui. Cette confiance ne m'a plus jamais quitté. C'est peut-être le plus grand cadeau que cet avion nous a fait. Aujourd'hui, quand les visiteurs s'arrêtent devant le D-520 préservé au musée du Bourget, ils voient un petit chasseur gris-bleu aux lignes élégantes. Un appareil d'une autre époque, dépassé par des décennies de progrès aéronautiques. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, ce petit avion raconte une grande histoire, celle de pilotes qui ont fait taire les moqueries de leurs ennemis, non pas avec des paroles, mais avec des victoires. Celle d'ingénieurs qui ont prouvé que la France pouvait créer des merveilles technologiques quand elle s'en donnait les moyens. Celle d'une nation qui, même dans sa pire défaite, a trouvé des raisons d'espérer. La Luftwaffe avait appelé les pilotes français des adversaires lents. Les D-520 leur ont appris que la vitesse n'est pas tout, que le courage, la compétence et la bonne machine peuvent renverser les pronostics les plus défavorables. Les rires allemands se sont éteints dans le fracas des canons de 20 mm. Et dans le silence qui a suivi, seul le rugissement des moteurs Hispano-Suiza résonnait encore, portant le message que la France n'avait jamais oublié comment se battre. Cette leçon coûta cher à la Luftwaffe. 23 pilotes du Jagdgeschwader 53 seuls. Des dizaines d'autres dans les différentes unités qui affrontèrent les D-520. Des pertes que l'Allemagne pouvait absorber dans le triomphe de 1940, mais qui annonçaient les saignées à venir. Car les mêmes pilotes français qui avaient appris leur métier sur D-520 reviendraient, dans des avions encore meilleurs, pour finir ce qu'ils avaient commencé. Les témoignages des mécaniciens qui entretenaient les D-520 ajoutent une dimension souvent oubliée à cette histoire. Le sergent-chef Émile Bertrand, chef mécanicien du groupe de chasse 1-3, passa les 6 semaines de la campagne à dormir moins de 4 heures par nuit pour maintenir ses machines en état de vol. Nous n'avions presque pas de pièces de rechange, raconta-t-il dans un entretien de 1962. Quand un avion revenait avec des dégâts, nous cannibalisions les appareils trop endommagés pour voler. Nous fabriquions des pièces à partir de rien. Une fois, j'ai réparé un système hydraulique avec des morceaux de tuyaux trouvés dans une ferme abandonnée. Cette improvisation constante permettait de maintenir un taux de disponibilité remarquable. Malgré le chaos de la retraite, les bombardements constants et le manque de tout, les unités de D-1520 maintenèrent généralement 60 à 70% de leurs appareils en état de combat. En comparaison, les unités de Morane-Saulnier, confrontées à des problèmes mécaniques chroniques, descendaient parfois à 40%. Le D-1520 s'était révélé non seulement un excellent chasseur, mais aussi une machine robuste et relativement facile à entretenir. Son moteur Hispano-Suiza, bien que complexe, était fiable quand il était correctement réglé. Son train d'atterrissage, qui avait causé de nombreux accidents en entraînement à cause de sa voie étroite, s'avéra solide au combat. Même les pilotes les moins expérimentés pouvaient le poser sur des terrains improvisés sans trop de difficultés. L'adjudant-chef René Pommier-Lahirargue, pilote au groupe de chasse 2-7, laissa un témoignage saisissant de ce que signifiait voler sur D-520 pendant ces semaines de chaos. Le 14 juin, alors que Paris était déclarée ville ouverte et que l'exode des civils encombrait toutes les routes, son unité reçut l'ordre d'intercepter une formation de bombardiers Heinkel signalée au-dessus d'Orléans.
Pommier-Lérargue décolla avec 2 ailiers dans un ciel d'un bleu ironiquement parfait. En dessous d'eux, la France s'effondrait. Des colonnes de réfugiés serpentaient sur chaque route, mitraillés par les Stukas allemands. Des villages brûlaient. Des ponts explosaient sous les charges de démolition françaises, tentant désespérément de ralentir l'avance ennemie. Mais à 8000 mètres d'altitude, rien de tout cela n'existait. Il n'y avait que le ciel, le soleil, et quelque part devant, l'ennemi. Pommier-Lérargue repéra les Heinkel à 15 km de distance, leur formation compacte traçant des traits blancs de condensation dans l'air glacé de haute altitude. 20 bombardiers, peut-être plus, et très certainement une escorte de chasseurs quelque part au-dessus. La tactique standard aurait été d'attendre des renforts. 3 contre 20, plus des chasseurs d'escorte, relevaient du suicide. Mais les renforts ne viendraient pas. Il n'y en avait plus. Les bases aériennes étaient en cours d'évacuation. Les unités dispersées aux 4 vents. Ces 3 des 520 étaient tout ce qui se trouvait entre les bombardiers allemands et leurs cibles. Pommier-Lérargue prit sa décision en 1 seconde. Il bascula son manche vers l'avant et plongea sur la formation ennemie, ses 2 ailiers serrant la formation derrière lui. La vitesse grimpa. 450 km/h, 500, 550. Les Heinkel grossissaient dans son collimateur comme des papillons épinglés sur un tableau. Le choc de l'impact fut brutal. 3 des P520, traversant une formation de 20 bombardiers à plus de 500 km, à l'heure relatif, leurs canons et mitrailleuses crachant le feu. Pommier-Lérargue vit son premier Heinkel exploser, touché au réservoir de carburant par un obus de 21 mm. Un second perdit une aile, partant en vrille mortelle vers le sol. Son ailier gauche signala une victoire. Son ailier droit fut touché par un tir de mitrailleur arrière, son moteur fumant, mais resta en formation. Les Bf 109 d'escorte réagirent enfin, plongeant des hauteurs où ils avaient patiemment attendu. Pommier-Lérargue avait prévu cette réaction. Au lieu de tenter de fuir ou de combattre, il ordonna le repli immédiat vers l'ouest, utilisant la vitesse accumulée dans le piquet pour distancer les poursuivants. Les Messerschmitt, partis de plus haut mais sans l'élan des Français, ne purent jamais réduire l'écart. 3 D520 contre au moins 30 appareils ennemis. 3 bombardiers détruits, plusieurs endommagés. Un chasseur français touché, mais ramené à la base. Dans le contexte désespéré de juin 1940, c'était une victoire significative. Le journal de marche du groupe de chasse 2-7, préservé aux archives du service historique de la défense à Vincennes, contient des dizaines d'engagements similaires. Des petites formations de D-120 affrontant des forces supérieures, infligeant des pertes, puis se repliant avant d'être submergés. Une guerre d'attrition où chaque échange coûtait proportionnellement plus cher aux Allemands, mais où le nombre finissait toujours par prévaloir. Les conditions de vol pendant la campagne de France étaient particulièrement éprouvantes. Les pilotes décollaient, souvent de terrains improvisés, des champs à peine aplatis où les D-520 bondissaient sur les mottes de terre. Les pistes pavées des bases aériennes permanentes avaient été abandonnées dès les premiers jours de l'offensive, soit détruites par les bombardements, soit menacées par l'avance des panzers. Le sergent-chef Henri Dubois, pilote au groupe de chasse 1-5, décrivit ces conditions dans une lettre à son frère datée du 20 mai 1940. « Nous avons décollé ce matin d'un pré où les vaches paissaient encore hier. Le terrain était si inégal que j'ai cru plusieurs fois que mon train d'atterrissage allait céder. Mais le De Wettin a tenu. Il tient toujours. C'est peut-être la seule chose sur laquelle nous pouvons encore compter. Cette robustesse du train d'atterrissage, souvent critiquée en temps de paix pour sa voie étroite, qui rendait les atterrissages délicats, s'avéra une qualité précieuse au combat. Les Dépentes 520
pouvaient opérer depuis des terrains que les ingénieurs auraient jugés impossibles, permettant aux unités de rester opérationnelles même pendant la retraite chaotique de juin. La maintenance des appareils dans ces conditions relevait de l'héroïsme. Les mécaniciens travaillaient en plein air, souvent sous la menace des bombardements, avec des outils improvisés et des pièces récupérées sur des épaves. Le caporal-chef Maurice Lefebvre, armurier au groupe de chasse 3-6, racontait qu'il avait une fois réparé le système de mise à feu du canon de 20 mm avec un morceau de fil de fer trouvé dans une grange abandonnée. L'avion est reparti en mission 1 heure plus tard et son pilote a abattu un Stuka avec ce même canon. Les statistiques détaillées révèlent l'ampleur de l'effort. Entre le 10 mai et le 25 juin 1940, les unités de D-1120 effectuèrent plus de 3000 sorties de combat. Chaque sortie représentait en moyenne 90 minutes de vol, dont 30 à 45 minutes dans des zones de combat où la mort pouvait surgir à chaque instant. Les pilotes volèrent parfois 4 ou 5 missions par jour, jusqu'à épuisement total. Le lieutenant Edmond Marin-La Meslay, qui deviendrait l'as français le plus prolifique avec 20 victoires confirmées, dont 16 sur D-1520, laissa une description saisissante de cette période dans ses lettres à sa famille. « Nous volons jusqu'à ne plus pouvoir garder les yeux ouverts », écrivit-il le 18 mai. « Puis nous dormons quelques heures et nous recommençons. Les mécaniciens travaillent toute la nuit pour que nos machines soient prêtes à l'aube. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir ce rythme, mais tant que le Dewatin peut voler, je volerai. » Marin-La Meslay incarnait parfaitement l'esprit des pilotes de D-1520. Né en 1912 à Valenciennes, fils d'un industriel du textile, il avait choisi l'aviation contre l'avis de sa famille qui le destinait aux affaires. Sa passion pour le vol l'avait conduit à devenir l'un des pilotes les plus accomplis de sa génération, un tireur d'élite capable de toucher une cible à des distances où d'autres ne voyaient qu'un point dans le ciel. Le 21 mai 1940, au-dessus de Laon, Marin-La Meslay réalisa l'un des exploits les plus remarquables de la campagne. Seul contre une formation de 9 Heinkel He 111, escorté par 6 Bf-29, il engagea le combat sans hésitation. Son rapport de mission, rédigé dans un style laconique typique de l'époque, ne laisse pas deviner l'intensité de l'engagement. Aperçu formation ennemie à 14 heures, altitude 7000 mètres, engagé bombardier de tête, touché moteur gauche, bombardier en piqué, attaqué par chasseurs escortes, dégagé par virage serré à gauche, réengagé bombardier traînant formation, touché fuselage, bombardier en flammes, dégagé vers l'ouest, retour base normale, munitions épuisées, carburant limite. Derrière ces mots secs se cachait une réalité terrifiante. 15 minutes de combat acharné. 6 Bf-109 tentant de l'encercler. Des rafales de balles frôlant son cockpit. Le sang-froid nécessaire pour continuer à attaquer les bombardiers tout en esquivant les chasseurs. 2 victoires confirmées, plus 2 probables. Un exploit qui aurait valu une décoration majeure dans n'importe quelle armée de l'air du monde. Marin-La Meslay termina la campagne avec 16 victoires confirmées, toutes sauf 4 obtenues sur D-1520. Il survécut à la guerre, contrairement à beaucoup de ses camarades, et continua à servir dans l'armée de l'air jusqu'à sa mort en combat le 4 février 1945, abattu par la flaque allemande au-dessus de Colmar. La France perdit ce jour-là l'un de ses plus grands pilotes de chasse, un homme qui avait prouvé au-dessus de Sedan et de Laon que les Français pouvaient égaler n'importe qui dans les airs. Les archives allemandes capturées après la guerre révélèrent que les pertes de la Luftwaffe contre les chasseurs français avaient été systématiquement minimisées dans les rapports officiels. Le Reichsluftfahrtministerium, le ministère de l'air du Reich, avait intérêt à présenter la campagne de France comme un triomphe facile. Les pertes réelles, reconstituées après-guerre par les historiens comparant les archives françaises, allemandes et britanniques, montrent un tableau différent. Entre le 10 mai et le 25 juin 1940,
la Luftwaffe perdit approximativement 1300 appareils de tout type au-dessus de la France et des Pays-Bas. De ce nombre, environ 360 furent des chasseurs Bf-109 et Bf-110. Les unités de D-1520, représentant moins de 5% de la force de chasse française, revendiquèrent environ 40% de ces pertes de chasseurs. Ces proportions extraordinaires s'expliquent par plusieurs facteurs. Les D-1520 étaient généralement engagés contre les formations de bombardiers les plus importantes, celles qui bénéficiaient des escortes de chasseurs les plus nombreuses. Leurs pilotes, sélectionnés parmi les meilleurs de l'armée de l'air, avaient l'entraînement et l'expérience nécessaires pour exploiter pleinement les capacités de leurs machines. Et le D-520 lui-même, répétons-le, était un excellent chasseur, capable de rivaliser avec le Bf-109 dans la plupart des conditions de combat. Le colonel François de Joffre, commandant le groupe de chasse 3-6 au moment de l'armistice, résuma l'expérience des pilotes de D-1520 dans un rapport rédigé en juillet 1940. Nous avons prouvé que la France avait la capacité de produire des chasseurs modernes et de former des pilotes capables de les utiliser efficacement. Notre défaite n'est pas due à l'infériorité technique ou au manque de courage. Elle est due à l'insuffisance numérique et à la désorganisation de notre commandement. Si nous avions eu le temps de nous préparer, l'issue aurait pu être différente. Ce rapport, longtemps classé confidentiel, fut utilisé par les historiens de l'après-guerre pour contester la légende noire de l'armée de l'air française. La propagande allemande, puis la mémoire collective française elle-même, avait transformé la campagne de 1940 en une déroute honteuse où l'aviation française aurait été détruite au sol sans combattre. La réalité était bien plus nuancée. L'armée de l'air française avait combattu. Elle avait perdu 922 appareils au combat aérien, preuve qu'elle s'était engagée. Elle avait revendiqué plus de 1000 victoires, chiffre probablement exagéré, mais reflétant néanmoins une activité intense. Et surtout, certaines de ces unités, en particulier celles équipées de D-1520, avaient obtenu des résultats remarquables face à un adversaire supérieur en nombre et en organisation. Le destin des pilotes de D-1520 après l'armistice illustre les déchirements de la France vaincue. Certains acceptèrent de servir sous Vichy, croyant préserver l'avenir de l'aviation française. D'autres s'évadèrent vers l'Angleterre ou les colonies pour continuer le combat. D'autres encore furent faits prisonniers ou blessés et passèrent le reste de la guerre dans des camps ou des hôpitaux. Pierre Le Glohane, notre as breton aux 18 victoires, resta fidèle à Vichy et combattit contre les Britanniques à Mers el-Kébir, puis contre les Américains en Afrique du Nord. Après le ralliement de l'Afrique du Nord aux Alliés en novembre 1942, il reprit le combat contre l'Axe, ajoutant 4 victoires supplémentaires sur avions allemands et italiens. Il mourut le 11 septembre 1943 dans un accident stupide, son P-39, Airacobra américain s'écrasant au décollage d'une base algérienne. La France perdit l'un de ses meilleurs pilotes, non pas au combat, mais à cause d'une défaillance mécanique. Jean Accard, le capitaine qui avait chargé seul une formation de 36 avions au-dessus de Sedan, rejoignit l'Angleterre après l'armistice et servit dans les forces aériennes françaises libres. Il termina la guerre comme commandant d'escadre avec 15 victoires confirmées, dont 12 sur D-120 en 1940. Sa carrière dans l'armée de l'air d'après-guerre le mena au grade de général de brigade aérienne. Marcel Albert, l'ancien pilote de D-120 du groupe de chasse 1-3, s'évada vers l'Union soviétique via la Syrie et l'Iran en 1942. Il rejoignit le groupe de chasse Normandie, plus tard Normandie-Niemen, et devint l'un des plus grands as français de la guerre, avec 23 victoires confirmées. Son expérience sur D-120 lui avait appris l'importance de la précision et de l'économie de munitions, des leçons qu'il appliqua avec succès sur ses Yakovlev soviétiques. Les témoignages des pilotes allemands et italiens capturés pendant et après la guerre confirmèrent l'impact psychologique des D-1520.
l'Oberleutnant Heinrich Setz, abattu au-dessus de Marseille le 18 juin 1940 par un D-1520 du groupe de chasse 3-6, déclara lors de son interrogatoire que l'appareil français était supérieur à ce qu'on leur avait décrit. Le chasseur avec le long nez était presque aussi rapide que mon Bf-109. Il virait mieux. Son pilote savait ce qu'il faisait. Je n'aurais pas dû être surpris. J'aurais dû être plus prudent. Le tenant italien Giorgio Solari, capturé après la destruction de son Fiat G50 par Pierre Le Glohan le 15 juin, fut encore plus explicite. On nous avait dit que les Français étaient finis, que leur aviation n'existait plus. Puis ce chasseur est apparu de nulle part et a abattu 5 de mes camarades en quelques minutes. Je n'avais jamais rien vu de tel. Son pilote était incroyable, mais son avion aussi. Il faisait des choses que nos chasseurs ne pouvaient pas faire. Ces témoignages, recueillis dans les semaines et les mois suivant les combats, avant que les souvenirs ne soient altérés par le temps ou les reconstructions ultérieures, constituent des preuves précieuses de l'impact réel des D-1520. Ils confirment que les pilotes de la Luftwaffe et de la Regia Aeronautica avaient appris à respecter le chasseur français qu'ils avaient d'abord méprisé. L'historien militaire français Patrick Facon, dans son étude définitive sur l'armée de l'air en 1940, publiée en 2005, conclut que le D-1520 représentait le potentiel de la France. Si nous avions eu 500 de ces appareils en mai au lieu de 75, si nous avions eu le temps de former suffisamment de pilotes, si notre commandement avait été mieux organisé, l'issue de la campagne aérienne aurait été différente. Le D-1520 prouve que la France n'a pas été vaincue par manque de technologie ou de courage, mais par manque de préparation et de temps. En mai 1940, la Luftwaffe pensait avoir affaire à des proies faciles. En juin, elle savait qu'elle avait rencontré des adversaires dignes de ce nom. Cette transformation de la perception, gagnée dans le sang et le feu au-dessus des champs de France, resta le véritable héritage du Dewoitine D-1520. Une machine qui avait fait taire les moqueries, un combat à la fois, une victoire après l'autre, jusqu'à ce que même les plus arrogants soient forcés d'admettre la vérité. Les descendants des pilotes de D-1520 perpétuent aujourd'hui cette mémoire. Des associations de vétérans aux sociétés d'histoire aéronautique, des musées aux commémorations annuelles, le souvenir de ces hommes et de leurs machines reste vivant. Chaque année, le 13 mai, date anniversaire du premier grand combat aérien de la campagne, des cérémonies se tiennent à Sedan et sur les anciennes bases aériennes où les D-1520 ont servi. En 2015, lors du 75e anniversaire de la bataille de France, le dernier D-1520 en état de vol effectua une démonstration au-dessus du Bourget. Le chasseur octogénaire, restauré avec amour par une équipe de passionnés, dessina dans le ciel parisien les mêmes manœuvres que ses ancêtres avaient exécutées au-dessus de Sedan. Les spectateurs, dont plusieurs descendants de pilotes de 1940, regardèrent avec émotion ce symbole d'une époque où la France avait prouvé qu'elle savait se battre. Le pilote qui effectua cette démonstration, Bernard Delfino, était lui-même fils d'un mécanicien de l'armée de l'air qui avait entretenu des D-1520 pendant la campagne. « Mon père m'a toujours dit que le Dewoitine était un bel avion, dit-il après l'atterrissage. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Il répond aux commandes comme s'il lisait dans vos pensées. Les pilotes de 1940 avaient une excellente machine. Ils méritaient mieux que la défaite. » Cette phrase résume peut-être le mieux l'héritage du D-1520. Les pilotes qui l'ont piloté méritaient mieux que la défaite. La France méritait mieux. Mais dans ce méritait mieux se trouve aussi une fierté. La fierté d'avoir créé un chasseur de classe mondiale. La fierté d'avoir formé des pilotes qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs. La fierté d'avoir combattu, même quand tout semblait perdu. Les Français savaient se battre. Leurs avions étaient excellents. Et quiconque prétendait le contraire
n'avait jamais eu à affronter un D-Pling 120 en combat. C'est la leçon que les pilotes de la Luftwaffe apprirent dans le ciel de France en mai et juin 1940. Une leçon écrite dans le feu des canons de 20 mm, gravée dans la mémoire des Sciences-Papalans, survivants, préservée pour les générations futures. Le D-Pling 520 reste aujourd'hui un symbole, non pas de la victoire, car la victoire n'est jamais venue en 1940, mais de la résistance, du courage et de la capacité française à exceller quand les circonstances le permettaient. Dans un monde où la défaite de 1940 est souvent réduite à une caricature de déroute honteuse, l'histoire du D-Pling 520 rappelle une vérité plus complexe et plus honorable. Les pilotes français ont combattu. Ils ont fait payer cher chaque victoire allemande. Et dans leur cockpit de D-Pling 120, ils ont prouvé que la France n'avait jamais oublié comment se battre. C'est l'héritage qu'ils nous ont laissé. Un héritage de courage, de compétence et de fierté nationale qui transcende la défaite militaire. Un héritage que le rugissement des moteurs Hispano-Suiza porte encore aujourd'hui dans le ciel de France, chaque fois qu'un D-1520 restauré prend son envol pour rappeler au monde ce que ces hommes ont accompli. La Luftwaffe les avait appelés lents. Les D-Pling 120 leur ont appris que la lenteur peut être mortelle quand elle s'accompagne de mépris. Et dans le fracas des canons, dans la fumée des appareils abattus, dans les cris de victoire des pilotes français, cette leçon résonne encore. Une leçon que l'histoire n'a jamais oubliée, même si la propagande a parfois tenté de l'effacer. Le D-520 a fait taire les moqueries, un obus de 20 mm à la fois.